les grands et puissants de ce monde. On les dit souvent cruels, cyniques, antipathiques. Ils n'hésitent pas à piétiner les valeurs morales, à couper brutalement le sifflet à leurs opposants et à créer leurs propres règles. When we feel really powerful, we often lose our ability to empathize with other people. Mais le pouvoir peut aussi rendre le monde meilleur. Il stimule notre pensée stratégique. Et plus notre cerveau y goûte, plus il en redemande. Macht kann süchtig machen, ja. Es ist eben ein Stück weit wie Popcorn, das man in sich hineinschüttet. Il faut aussi reconnaître que parfois, suivre un leader qui mène le jeu, ça a ses avantages. Peut-on dire que l'être humain est naturellement attiré par le pouvoir ? Power is the basis of social hierarchies. Si nous étions tous sur un pied d'égalité, est-ce que notre société fonctionnerait mieux ? Comme un aimant, le pouvoir attire autant qu'il repousse. Certains y voient le fondement même de la société, d'autres le considèrent comme la source du mal. À en croire Oscar Wilde, le pouvoir est même plus élémentaire que le sexe. Tout dans le monde est question de sexe, sauf le sexe. Le sexe est une question de pouvoir. Il n'avait pas tort, on vit dans un monde obsédé par le pouvoir. Qui gouverne le pays ? Qui dirige l'entreprise ? Qui a le plus d'argent, la plus grosse voiture, les plus gros muscles, le plus de followers ? Tout le monde veut du pouvoir. Et même, tout le monde en a besoin, ne serait-ce qu'un peu. Mais il est mal vu de l'avouer. Qu'est-ce que le pouvoir, au juste ? It is so hard to define power because it's always changing according to historical period and culture. On vous a demandé ce que vous aimeriez pouvoir contrôler. Plus de la moitié a répondu « ma vie ». La preuve inquiétante que vous semblez nombreux à avoir l'impression que les choses vous échappent. Un cinquième d'entre vous dévoile leur saine ambition de devenir le maître du monde. Mais vous êtes tout aussi nombreux à ne désirer aucun pouvoir particulier. Et un tout petit pourcentage voudrait avoir de l'emprise sur son ou sa partenaire. Le philosophe italien Nicolas Machiavel a donné une définition assez peu réjouissante du pouvoir. Selon lui, on est puissant quand on peut mentir et agir avec violence et cruauté en toute impunité. Si c'est ça le pouvoir, est-ce vraiment ce qu'on veut ? Les despotes de ce monde en tout cas considèrent la violence comme un moyen efficace d'asseoir leur régime autoritaire. Dans nos démocraties libérales, c'est la séparation des pouvoirs, la souveraineté populaire et le principe d'égalité sociale qui s'appliquent. Comment concilier ces belles idées avec l'attrait du pouvoir ? There's a consensus now that power is really about influence. It's about an individual or a community or a society's capacity to alter the state of another entity, right? Be it change their minds, their attitudes, their beliefs, how they behave, what they feel, their health, their financial circumstances. En un sens, la lutte pour le pouvoir commence dès la conception. Plusieurs millions de spermatozoïdes s'affrontent pour féconder l'ovule. When a fetus develops in the womb of a mother, it is engaged in a struggle with its mom about resources to live. You know, you look at the dynamics of little children, they're thinking about power, they're sort of trying to influence each other and their parents. Une lutte d'influence féroce qui se joue dès le berceau. Alors laissons-lui ce court instant de répit. Nourrisson, phase d'opposition, puberté, la quête de pouvoir s'intensifie et évolue au fil de notre vie. Körper, Geist, Seele, alles muss zusammenwirken. Tout de même, considérer notre existence comme un rapport de force constant est un peu extrême. Et si le pouvoir était plutôt quelque chose de neutre, quelque chose de fluide ? Let's think of power as an electrical circuit. Power exists all around us. It flows, but it needs to be controlled. And so to do this, we can put in institutional regulations like rules or agreements
because otherwise a single person might draw too much power and sort of blow the fuse. But as long as everything is well connected, and we can do this through social institutions like social norms and constructs, then power has this really incredible ability to spark innovations and to set the world in motion. L'épisode 4 de Star Wars suggère une autre fonction essentielle du pouvoir. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Notre propre galaxie terrienne est-elle elle aussi unifiée par le pouvoir? Power is the basis of social hierarchy. So when a select individual or a group makes decisions for others, and whether this is an adult making a decision for a child or a leader making a decision for a community, power and hierarchy are inseparable from one another. And together they form the pillars of the vast majority of modern human societies. Le pouvoir suppose l'existence d'une communauté, d'un groupe auquel il peut s'appliquer. Aussi puissant soit-il, un ermite vivant seul ne pourrait exercer son autorité sur personne. C'est une force sociale qui s'applique à chaque individu et organise l'activité humaine. La machine du pouvoir vrombit à tous les échelons de la société et la fait avancer. Elle fait tourner une multinationale aussi bien qu'un petit atelier. Un gouvernement national autant qu'une assemblée rurale. Un vaste clan familial, tout comme un petit foyer. Est-ce la preuve que le pouvoir est biologiquement ancré en nous? Et pourrait-on mesurer sa présence? L'un des clichés qui s'est imposé est celui de la testostérone comme l'hormone du pouvoir par excellence. Testosteron nur als Machthormon zu sehen, ist zu kurz gegriffen, weil Testosteron kein soziales Konzept ist. Das ist ein Hormon, das macht ganz viel im Körper. Es spielt auch manchmal eine Rolle in Kontexten, die wir in unseren sozialen Kategorien als Macht begreifen. Ja? Aber es hat eine Wirkung weit darüber hinaus. Et le pouvoir, quel effet a-t-il sur notre organisme? Quand on éprouve un sentiment de puissance, on observe les mêmes réactions cérébrales qu'avec le sexe ou la consommation de drogue. Notre cerveau est doté d'une sorte de centre de la motivation, le noyau accumbens. Il réagit à la dopamine et génère de l'anticipation, du désir et l'expectative d'un sentiment de bonheur. L'exercice du pouvoir stimule ce centre. Et si on obtient ce qu'on veut, le circuit de récompense s'active. On ressent alors une telle satisfaction que forcément, on en veut plus. Alors pourquoi y a-t-il des gens toujours assoiffés de pouvoir et d'autres qui se satisfont pleinement d'obéir? Pour analyser ce phénomène, une étude de psychologie a utilisé l'histoire d'un capitaine sur un bateau de plaisance. Il est chargé de contrôler les tickets, or l'un des passagers n'en a pas. Les candidats de l'étude doivent imaginer la suite de l'histoire. Selon leur rapport au pouvoir, ils inventent des scénarios très différents. Wir haben manchmal Probanden und Probanden dabei, die erzählen die Geschichte, wo der Kapitän von dem Passagier krumm angemacht wird. Der Passagier versucht irgendwie für lau an Bord zu kommen. Der Kapitän wird sauer und schmeißt den Passagier vom Schiff. Es gibt aber auch Leute, die sehen genau das gleiche Bild und erzählen eine Geschichte, wo der Kapitän unter den Passagieren einen alten Freund von sich wieder trifft und haben eine super Zeit während der Überfahrt miteinander. Also so unterschiedlich können die Geschichten zu einem selben Bild sein. Die eine Person sieht darin einen Machtanreiz, die andere Person sieht was ganz anderes darin, Gelegenheit zum Austauschen, zur Freundschaft. Il existe donc, grosso modo, deux types de personnes. Celles dont le besoin de pouvoir est faible et qui ne cherchent pas à s'imposer, et ceux qui aspirent au pouvoir et adorent tirer les ficelles. Pourquoi cette différence? Le pouvoir a-t-il profité à l'évolution de l'espèce humaine? Il est évident que chasser le mammouth est plus efficace si on n'a pas à discuter longuement de chaque détail en assemblée démocratique. Et pourtant, les chasseurs-cueilleurs étaient bien plus civilisés qu'on l'imagine.
Being a hunter-gatherer can be quite risky, so obtaining wild resources, you're not always going to come back with what you set out to try to find. And the ways that a lot of these modern foraging communities combat these risks is by being immensely cooperative with one another. So many hunter-gatherer societies adhere to a social construct called demand sharing, and this is when anyone can ask another community member for a part of a resource, and that request is fulfilled. And I'm not really sure how much more civilized you could be. Les Bayaka du Congo, par exemple, vivent encore aujourd'hui dans une société très égalitaire, sans chef ni hiérarchie, et où chaque membre a son mot à dire. Ils n'appliquent une forme d'autorité qu'en cas de nécessité, par exemple pour coordonner une expédition de chasse. Mais des sociétés plus complexes peuvent elles aussi s'organiser comme le peuple Bayaka. Ou faut-il en passer par une répartition du pouvoir inégale, comme sur un échiquier? Im Schach ist ja so, Sie haben ja unterschiedliche Figuren, die unterschiedlich viel Macht haben. Der Bauer kann eben nicht so viel machen, der kann 2 oder 1 Schritt vorangehen. Der König ist eigentlich an der Spitze, aber er ist jetzt auch ein bisschen gehandicapt, weil er immer nur ein Schrittchen gehen kann. So ein bisschen ist es vielleicht auch in der Gesellschaft. Ja. Manche haben mehr Macht, manche haben weniger Macht. Wobei selbst der Bauer, muss man ja sagen, ja auch was machen kann. Ja. Also auch diejenigen, die strukturell vielleicht am wenigsten Zugang zur Macht haben, sind dennoch in der Lage, in irgendeiner Form Wirkung auf andere zu haben. Symbolisé par le pion, le paysan a le contrôle sur ses animaux. Et peut-être sur un garçon de ferme. Au fil des siècles, ceux qui étaient autrefois opprimés et impuissants ont aussi gagné en influence et en souveraineté, grâce à l'abolition de l'esclavage par exemple. Est-ce propre aux humains de vouloir gommer les inégalités et tendre vers une répartition plus équitable du pouvoir? Jetons un œil dans le règne animal et chez nos proches cousins. Quel est leur rapport au pouvoir? Chez les autres grands singes, on constate qu'il n'est pas équitablement réparti. C'est généralement le plus fort qui décide pour tout le groupe. Par exemple quand il s'agit de partir en quête de nourriture. Et comme les petits des singes dominants ont de meilleures chances de survie, ces derniers sont souvent considérés comme plus attractifs. Un cliché qui a tout d'une réalité. On est loin d'une répartition démocratique du pouvoir. In animal societies, there can be power in the form of dominance. We think that the alpha male or the alpha female is the one who leads the group. But actually, in most cases, shared decision-making is the way that animal societies decide. Exemple avec les pintades vulturines. Elles vivent dans la savane du Kenya, en troupes comprenant jusqu'à 60 individus et avec plusieurs niveaux de hiérarchie. On a longtemps pensé que les individus alpha décidaient des déplacements du groupe. Mais il semblerait que ce soit plus subtil que cela. What we see there is a form of shared decision-making, which is more close to what we call democracy in humans. Cette organisation démocratique a un avantage pour tout le groupe. Si des individus alpha monopolisent les ressources alimentaires, en d'autres termes, abusent de leur pouvoir, alors le reste du groupe oblige toute la troupe à quitter les lieux. Ainsi, tous retrouvent suffisamment à manger ailleurs. Une réaction collective à une injustice sociale rectifiée pour assurer la survie de tous. On peut faire le parallèle avec les échecs. Là aussi, les pions, normalement les pièces les plus faibles, peuvent exercer une forte pression quand ils allient leurs forces stratégiquement. Ainsi, ce que la société humaine a développé à grand-peine via la séparation des pouvoirs ou l'établissement de lois, ça existe déjà à l'état naturel? Power is everywhere in nature, but wherever we see power, we also see mechanisms that maintain the balance of power, or in other words, we see equalizing processes. Est-ce qu'au sein de l'espèce humaine aussi, il existe des mécanismes instinctifs de compensation face à ceux qui veulent dominer? Cela suppose d'avoir un sens du pouvoir et de l'égalité bien développé. Sinon, impossible de rivaliser avec les pintades. One of the things that we've learned is that we have a sense of our own power and other people's power from very early in life. In fact, there are studies suggesting that 2-year-olds
kind of know who has power within a little school or a playground, and that continues to the end of life. Nous serions donc naturellement dotés d'une sorte de hiérarchomètre qui guide notre comportement dans toutes sortes de situations sociales. There's a thought that power helps us navigate tricky social situations and avoid awkward or difficult social settings because we know what to expect. If you know that there's a higher ranking individual, you might moderate the way that you speak, you might adopt a different position. But these things can be predicted. Notre sens instinctif du pouvoir s'est affiné au fil de l'évolution, afin qu'on sache affronter des situations sociales, elles aussi toujours plus complexes. Mais selon notre place dans la pyramide sociale, le pouvoir peut aussi peser lourdement sur notre existence. Quelles conséquences pour ceux qui sont opprimés, torturés ou exploités? Celui qui se sent toujours impuissant produit des hormones de stress, comme le cortisol. Or, une longue exposition au cortisol peut être dangereuse pour la santé. Quand on est au bas de l'échelle sociale, avec peu d'argent et une éducation lacunaire, on est plus à risque de souffrir de toutes sortes de maladies. Les symptômes d'une déficience de pouvoir. If I feel less powerful than my neighbor, I am more vulnerable to disease. I am more likely to feel serious anxiety. I am more likely to experience major episodes of depression. I am more likely to have physical problems like sleep disturbance or elevated inflammation in the body. So what this tells us is, not only is the abuse of power a problem for society, but when societies don't give power to as many people as possible. Cela explique peut-être aussi que tant de gens aspirent à dominer. Faire un bond dans la hiérarchie sociale suppose d'avoir les compétences adéquates, comme une bonne communication, un esprit d'équipe et de l'empathie. Sauf qu'une fois en position d'autorité, les puissants ont tendance à perdre ces capacités. Étrange, non? We gain power by acting in ways that benefit the group, or what some people have called socially intelligent behavior. But then regrettably, once I acquire power, all of my skills that got me power in the first place are diminished, right? I become ruder, more inappropriate. I engage in immoral behaviors at work. I could go on. And so that's the paradox. Arrivés au sommet, les gens changent radicalement d'attitude. Ils prennent des risques inconsidérés, se montrent impulsifs, manquent d'empathie. Un chef devient un tyran quand il ne se sent pas de taille à assumer sa position. Il sait qu'il est sous surveillance et le stress ressenti transforme son autorité en force destructrice. La responsable de ce retournement de situation est là encore la dopamine, car l'hormone liée à la motivation agit aussi sur les zones cérébrales responsables de l'attention et de l'anticipation. L'afflux de dopamine dans ces zones entrave la capacité de jugement et le contrôle de l'impulsivité. Les puissants deviennent arrogants, inventent de nouvelles règles morales. Bref, ils sont aveuglés par le pouvoir. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, où Frodon le Hobbit fait l'expérience de la tentation du pouvoir absolu. L'anneau qu'il porte modifie son comportement social et amical. Il a dans les mains un tel pouvoir que cela pervertit ses pensées, ses sentiments et ses désirs. Devenu insensible et distant vis-à-vis de ses compagnons, il ne pense plus qu'à son propre pouvoir. The ring is mine. Le pouvoir exerce un attrait indéniable, et il est facile d'en abuser dans son propre intérêt, jusqu'à commettre les pires actes criminels. Des dictateurs font torturer les citoyens insoumis et assassiner leurs opposants politiques. Des hommes d'église haut placés abusent d'enfants. Des hommes politiques changent les lois à leur profit, mentent à la justice ou organisent des fêtes débridées en pleine pandémie. Même au quotidien, on observe que ceux qui se sentent puissants enfreignent plus facilement les règles. Des chercheurs américains ont analysé quelles voitures s'arrêtaient plus volontiers au passage clouté. Les berlines de luxe ou les petites citadines d'entrée de gamme. Le résultat ? Les conducteurs de voitures coûteuses ont une conduite plus dangereuse et sont moins enclins à laisser traverser les piétons. Un autre indice que le pouvoir corrompt ?
L'abus de pouvoir se manifeste surtout quand le responsable ne risque rien, que sa domination n'est pas contrôlée. En un mot, qu'elle est totale. Comme dans l'adaptation au cinéma par Roman Polanski de la pièce La jeune fille et la mort. Une femme menace de tuer son ancien tortionnaire et lui demande pourquoi il l'a torturée lorsqu'elle était jeune. I had all the power. I could break anyone. I could make them do or say whatever I wanted. Les hommes oppriment les femmes impuissantes. C'est encore la réalité dans de nombreuses sociétés. Mais est-ce pour des raisons culturelles? Est-ce la faute du patriarcat? Ou peut-être que les femmes sont simplement moins obsédées par la détention du pouvoir? Power is a very gendered concept, and it starts with the idea that women and men, broadly defined using those categories, rise to power and use power a little bit differently. Men tend to be a little bit more Machiavellian than women. They coerce and deceive to gain power. Women tend to be little bit more collaborative in their approaches to power. L'histoire nous montre pourtant que les femmes puissantes ne valaient pas forcément mieux que les hommes. La comtesse hongroise Elisabeth Báthory aurait torturé d'innombrables jeunes femmes, ce qui lui a valu le surnom de comtesse sanglante. Isabelle Ier, reine de Castille, était tout aussi peu amène. Avec son mari, elle a dirigé la terrible Inquisition espagnole et a persécuté sans pitié les musulmans et les juifs. L'histoire récente apporte aussi son lot de femmes qui ont nui aux autres en abusant de leur pouvoir. We find in our small laboratory studies that women are just as likely to abuse their power, which makes me worried. But there are interesting large-scale reviews showing, for example, by Credit Suisse, when women rise in power in organizations, they're less likely to violate the ethical laws of organizations, right? So we're in for a really interesting next 50 years when women rise. Hopefully they'll continue to do so. Pour l'heure, le fossé entre les genres reste profond. Les hommes occupent la plupart des postes à responsabilité et gagnent plus d'argent. En Allemagne, le viol conjugal n'est puni par la loi que depuis 1997. La loi française ne le reconnaît que depuis 2006. Et en Allemagne de l'Ouest, les femmes peuvent ouvrir un compte bancaire sans autorisation de leur mari depuis 1958 seulement. En France, depuis 1965. Mais ce déséquilibre historique est-il le signe que les femmes par nature n'ont pas le goût du pouvoir ? C'est en tout cas un cliché tenace. Das hat ein bisschen dazu geführt, auch, dass die Forschung die hormonellen Grundlagen von Machtverhalten bei Frauen lange Zeit ignoriert hat und damit auch ein Stück weit suggeriert hat, spielt bei Frauen sowieso nicht so eine Rolle. Es könnte Fälscher nicht sein. Frauen haben genauso Machtmotivation wie Männer, das wissen wir aus unseren Messungen von der Machtmotivation. Sie versuchen natürlich auch, andere Menschen zu beeinflussen. Et quel que soit notre genre, notre comportement bascule presque toujours vers le négatif dès qu'on accède au pouvoir. On le sait avec une étonnante étude qui nous transforme en macaron le glouton. 3 personnes, de genres différents, sont réunies dans une pièce. L'une d'entre elles est désignée au hasard comme le leader. Puis, les 3 reçoivent un travail à faire. Mais le vrai test est ailleurs. 30 minutes après le début de l'expérience, on apporte une assiette avec 4 cookies. Donc un cookie par participant et un cookie en trop. Systématiquement, chacun prend un cookie et laisse le dernier. Et ensuite... Our first question is, who took the last cookie on the plate? Vous l'aurez deviné, c'est presque toujours la personne désignée comme leader. Et de surcroît, elle se transforme alors en affreux glouton. We had them on video, and we coded how they ate their cookies, and high-power individuals were more likely to eat with their mouths open, their lips smacking cookie crumbs flying all over the place, falling on their sweaters, right? Plus grave que ces mauvaises manières, le pouvoir conduit aussi à la maltraitance et à la tyrannie. Il déchire des familles, provoque des conflits, des guerres meurtrières. Mais s'il a des conséquences aussi néfastes, qu'il peut nous mener à notre perte et doit donc être soumis à un contrôle strict, ne serait-il pas plus intelligent d'y renoncer totalement ?
et de miser sur l'égalité parfaite? Les communautés sans hiérarchie existent depuis longtemps et ont fait leurs preuves. Associations agricoles solidaires, kibbutz, projets participatifs. Quelques exemples parmi tant d'autres où tout le monde a voix au chapitre et qui fonctionnent étonnamment bien. Les petites sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs fonctionnent aussi de la sorte depuis des millénaires. Many foraging communities around the world exhibit egalitarian social structures, meaning that there is no hierarchy. There's little to no social stratification. So decisions in these egalitarian communities are made by consensus. People support one another by resource sharing, by really immense cooperation. Les Nambikwara, en Amazonie, changeaient 2 fois par an de structure hiérarchique. Pendant la saison sèche, quand les ressources manquent, un chef était nommé et décidé avec autorité. Et pendant la saison des pluies, quand la nourriture abonde, le groupe passait à une société égalitaire. Mais pourquoi ces systèmes égalitaires n'existent-ils quasiment plus? There's a lot of support for the idea that as communities transitioned away from foraging and into more resource production, we moved away from egalitarianism and into more hierarchical social structures. And the reason for this is because with agriculture, suddenly you have storable, reliable food sources that can be stockpiled. And with the accrual of wealth, we have the emergence of inequality and power dynamics. En pratique, est-ce qu'un fonctionnement égalitaire serait possible dans une société aussi complexe que la nôtre? Les inégalités économiques créent à elles seules un inévitable déséquilibre de pouvoir. Toutefois, une communauté ne dépend pas uniquement d'un leader qui donne l'impulsion. Ses membres aussi peuvent prendre des décisions collectives. C'est ce que montrent les études sur des animaux grégaires à l'intelligence sociale très développée. So let's imagine that we have a society of little ducks, that they are all randomly placed in space, and then suddenly one little duck decides to move away, and on its way it meets another duck. So they start moving together, and then they also encounter other little ducks, like these two here. And then we have quite cohesive flock moving together in the absence of system of centralized power. La communauté s'organise donc seule, de façon décentralisée, sans qu'un chef de file décide de la direction à prendre. En d'autres termes, sans exercice du pouvoir. Que pourrait-on en tirer comme enseignement? La nouvelle génération d'entreprises du numérique utilise aussi le principe de la décentralisation du pouvoir. Par exemple, dans le cadre d'une DAO, une organisation autonome décentralisée. Ses participants décident en toute souveraineté et transparence, selon des règles communes et inscrites dans un réseau blockchain. Le monde numérique pourrait-il assurer une répartition équitable du pouvoir? If I had power to demolish power, I would do it. If I express my personal opinion, I do think that cooperation can allow us to run a society quite well. La philosophe Hannah Arendt était du même avis. La condition préalable à l'émergence du pouvoir est un groupe de personnes qui se rassemblent en raison d'opinions individuelles convergentes. Le fondement d'une organisation juste est donc le consensus, et non la soif de pouvoir de quelques-uns. Il y a néanmoins de bonnes raisons à l'existence du pouvoir. Elles expliquent qu'en l'absence totale de hiérarchie, bien vivre ensemble serait sûrement impossible. Dès le plus jeune âge, nous développons notre sens du pouvoir, et ce parce que nous sommes des êtres sociaux. À nous d'accepter son caractère ambivalent. Car si l'histoire récente nous a appris quelque chose, c'est que plus on utilise le pouvoir en bonne intelligence, plus on le répartit équitablement, mieux notre société se porte.